comme chaque année, des milliers de personnes rejoignent des hôtels à Pessah. C'est tous le principe des hôtels éparpillés dans les quatre coins du monde. Il y en a en Espagne, en Grèce, en Albanie, un peu partout. Donc l'hôtel à Pessah, pourquoi pas, après tout on doit être comme des rois, Ben Chorin, pieds sous la table. Et cette année, avec donc la conjoncture actuelle ou la guerre, etc., il y a une question qui pourrait éventuellement se poser. Imaginez un convoi, une livraison de matzot bloquée. Parce que finalement, ils font livrer des matzot par avion ou par bateau. Donc on est quelques jours avant la nuit du Seder, et toujours pas de matzot. Puis la guerre s'intensifie, plus d'avions, plus de bateaux, il n'y a pas de matzot. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques familles qui ont prévu, qui n'ont pas voulu compter sur l'hôtel, et qui ont apporté leur kilo de matzot, leur kazaït de matzot. Ils avaient au moins de quoi pour accomplir les fameux 3 kazaït. Vous savez tous qu'on a quand même 3 kazaït le soir du Seder. Le premier kazaït de matzah, ensuite dans le korer, le fameux sandwich, et la ficomane. Donc imaginez une famille de je sais pas moi 10 personnes, on a à peu près 30 kazaït pour tout le monde, au moins minimum. Et donc la question se pose, une question je dirais halachique et même peut-être éthique, c'est est-ce qu'on va privilégier sa propre mitzvah? Moi je veux bien faire, je vais accomplir la mitzvah dans son embellissement et pour toute ma famille avoir 3 kazaït pour chacun, etc. Ou bien je vais me restreindre au strict minimum au niveau de la mitzvah, parce que vous savez que la mitzvah essentielle c'est un kazaït. Ensuite les 2 autres kazaït, ou même pour le balabaït on dit même 5 kazaït, c'est un surplus, on va dire c'est pour embellir la mitzvah, c'est Zecher l'Amigdash, la Fikoma, Zecher les Korban Pessah, etc. Donc c'est au niveau essentiel, avec un kazaït, je me suffis. Donc est-ce on va me demander de me restreindre au strict minimum au niveau halachique pour pouvoir offrir à l'autre la possibilité de ne pas être exclu de la mitzvah? Donc je pense que c'est une question fondamentale, une question essentielle. Est-ce que je dois partager mes matzot, quitte à me suffire du minimum au niveau halacha, pour pouvoir offrir à l'autre, on dit bien à kol dirfin, yete veyochal, etc., cette possibilité de ne pas se sentir exclu, de participer à cette mitzvah de la matzah. Alors avant de rentrer un petit peu au niveau halachique, on va essayer de diviser le cours en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord on va se parler au niveau théorique, et dans la deuxième partie, on va plus se pencher, alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de la halakha, puisqu'il y a même des questions très intéressantes qui vont se poser. C'est que si on me demande de partager, quel sera l'ordre de priorité, puisqu'on sait que dans l'hôtel il y a énormément de personnes. Donc il y a des questions encore bien intéressantes qui vont suivre, suivez-moi jusqu'à la fin du cours. Mais déjà j'aimerais un petit peu réfléchir au niveau de la théorie. Vous savez que il y a un principe dans la tradition juive très important qui s'appelle Kol Israël Arevim Zebazé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël c'est une seule entité. Il y a une âme collective qui est formée à travers tous ces membres qui sont l'ensemble du âme Israël, du peuple d'Israël. Et c'est pas seulement une idée théorique, mais ça a même une application halachique qu'on appelle Kol Israël Arevim Zebazé. Il y a une solidarité extrême entre tous les membres du âme Israël il y a une halakha qui découle de là, qui est mentionnée dans Maseret Rosh Hashanah Haftet. Yatsa Motsi, c'est-à-dire que si moi j'ai accompli une mitzvah, j'ai déjà accompli la mitzvah de shofar ou une mitzvah de kiddush, etc., je peux prononcer la bracha pour quelqu'un d'autre. Mettons qu'il ne sait pas lui prononcer la bracha, moi je peux lui faire la bracha pour lui, alors que moi je me suis déjà rendu quitte de la mitzvah. Alors comment on comprend une telle chose? Comment je peux faire une bracha alors que je suis déjà quitte? Donc l'Agma elle nous dit, et Rachid sur place il explique, c'est à partir du principe de Harvut Kol Israël Aravim Zebazé. Donc là-bas si vous regardez un petit peu les mots du Ran, il y a des mots très très percutants, le Ran sur Rosh Hashanah, il dit qu'en fait il faut comprendre que ma mitzvah, ma propre mitzvah n'est pas complète, on ne peut pas parler de plénitude de la mitzvah tant que mon ami, mon prochain, ceux qui m'entourent n'ont pas encore accompli la mitzvah. Donc ça m'implique, je suis concerné par le fait que mon prochain n'a pas accompli la mitzvah, et ça m'oblige à tel point que j'ai même la possibilité de faire la bracha pour lui, il répond amen, et il se rend quitte. Donc on voit que cette idée de solidarité, d'âme collective de Israël, c'est une idée pas seulement théorique, bien plus que cela, il y a des implications halachiques. Yatsa Motsi, je peux rendre quitte quelqu'un. Donc le fait que l'autre n'a pas accompli sa mitzvah, c'est quelque chose qui me concerne. Ça m'oblige, c'est pas seulement je dois protester sur des gens qui font Radé Shalom de Averot, mais plus que ça, je dois me sentir concerné par le fait que l'autre puisse accomplir sa mitzvah. Ça c'est un principe très très fondamental dans la Yahadout. Vous voyez Maseret Sota d'Aflamet Zaïn, on nous parle même d'alliances. Il y a une discussion très intéressante là-bas, on ne va pas rentrer en détail, mais il y a même 48 alliances qui auraient été scellées, qui se multiplient par le nombre du peuple d'Israël. Donc dès que l'Agma elle décrit là-bas, 603 500 fois 48, c'est le nombre d'alliances que chaque juif a pour prendre sur lui le fait que l'autre aussi participe à la mitzvah. Donc il y a une espèce d'interaction, intersubjectivité comme ça en tout l'âme Israël, et on a ce souci
que l'autre, que notre ami, que notre prochain, que ceux qui nous entourent puissent aussi accomplir la mitzvah. Alors si on se pose une question, est-ce que par exemple, au niveau de transgresser une avéra, si j'ai un ami qui transgresse, qui est sur le point de transgresser une avéra, donc moi aussi j'ai un devoir de tout faire pour l'en empêcher, est-ce qu'on va me demander de transgresser une petite avéra, une avéra légère entre guillemets, pour faire en sorte que mon ami ne transgresse pas la grosse avéra? Alors c'est une gemara très intéressante dans Shabbat Davigim et la Moudbet, qui parle d'un cas où un homme a fait rentrer un pain dans le four pour enfourner, donc un pain pour le cuire, et donc s'il le laisse comme ça, il va finir par cuire, il va transgresser, il va l'interdire de cuire pendant Shabbat. Donc moi je suis là, je me pose la question, est-ce que j'ai le devoir de retirer ce pain du four, même s'il y a un interdit des rabanat, qu'on appelle Redi Atapat, il y a un interdit d'enlever, de retirer le pain du four, mais au moins l'autre n'aura pas transgressé un interdit fondamental de cuire pendant Shabbat. Vous savez, c'est Korban Khatat Beshogeg, c'est ce qu'il a quand c'est volontaire. Donc j'ai peut-être un devoir de transgresser une avéra des rabanan, peut-être, mais les rabanan m'auraient dit, bah vas-y, là on te permet de transgresser cela pour faire en sorte que ton prochain ne transgresse pas une grosse avéra. L'Agma dans Shabbat Avimel dit non. On ne dit pas à un homme faute, même une toute petite faute, pour faire en sorte que ton prochain ne faute pas une grande faute. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre Gemara dans Eruvin Amed Bet concernant le prélèvement du maaser de la dîme. On sait que quand un chaver, un érudit, a vendu, a déposé à quelqu'un, etc., à un maaret, donc un ignorant, on dit que si ensuite quelqu'un d'autre achète de cet ignorant, on dit que ça a été prélevé. Le maaser, la dîme, a été prélevé, on peut être sûr. Pourquoi? Parce que le chaver, il a ce souci-là, le Talmid Chacham, le chaver, il a ce souci-là, que le maaret ne mange pas cette récolte sans être prélevée, c'est interdit. C'est une récolte qui a été consommée sans prélever le maaser Troumat Yamita Bideshem, donc c'est important. Et donc le chaver, il a ce souci-là. Alors, le problème, c'est que on a une halakha dans maaser, dans le prélèvement du maaser, qu'il faut que ce soit minamoukaf. Il faut prélever sur des produits qui sont à proximité. D'accord? Que ce soit dans le même récipient ou au moins sous un même toit. Or là-bas, une fois qu'il a donné à maaret, on sait que c'était plus sous le même toit. Alors c'est valable a posteriori, mais a priori, il y a même un interdit de le faire. Donc comment le chaver aurait transgressé cet interdit? Donc l'Agmara nous dit dans les Eruvin Amed que oui, le chaver il transgresse cet interdit de prélever même pas à proximité pour faire en sorte que le maaret ne mange pas de récolte sans prélèvement. Donc a priori ça contredit l'Agmara qu'on a cité avant. Alors Tosfot il donne deux réponses. Première réponse, c'est que là c'est moi qui lui donne, donc c'est plus grave, c'est moi qui l'invite, si vous voulez, entre guillemets, à transgresser, donc j'ai ce souci que je ne lui fasse pas trébucher cette personne. Deuxième réponse, c'est que dans l'Agmara Shabbat, on parle d'un acte volontaire, et donc à partir du moment où la personne a fait une transgression de manière volontaire, moi j'ai pas ce souci, on me demande pas de transgresser même une petite avéra pour l'empêcher de faire un acte alors que c'est sa volonté, c'est volontaire. Donc tout ça c'est concernant une avéra, c'est concernant c'est-à-dire que l'autre finalement il transgresse. On ne me demande pas de faire une petite transgression alors que l'autre il transgresse, c'est son choix, etc. pour l'en empêcher. Mais peut-être que pour lui faire une mitzvah, là on m'en demande plus. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins grave de ne pas transgresser une avéra, c'est plus grave que de faire une mitzvah, mais d'un autre côté, là c'est lui qui fait la avéra, alors que là il n'a rien fait de mal, il va manquer de faire une mitzvah, peut-être qu'on me demande plus, alors je ne sais pas si on va me demander de transgresser une petite avéra, mais peut-être qu'on va me demander plus comme souci, comme me sentir concerné de tout faire pour qu'il accomplisse sa mitzvah. Vous savez qu'il y a une barre dans Psachim Nuntet qui nous parle du Korban Pessah. Toute l'année, le dernier Korban de la journée, c'est le Tamid Shel Ben Arbaim. D'ailleurs, en relation avec ça, on a installé Tfilat Mincha, Tamid Shel Ben Arbaim. Korban Tamid de l'après-midi. Il doit être le dernier de la journée. C'est la dernière offrande, on apprend ça d'un pasuk, Alea Hashlem Kol HaKorbanot Kula. Tu vas finir par cela, cette offrande-là, tous les korbanot de la journée, ce qu'on appelle Assez de Hashlama, c'est une mitzvah tassée, pas un interdit, mais c'est une mitzvah tassée de finir par le Korban Tamid. Or, la Gemara dans Psachim Nuntet nous dit que veille de Pessah, les Kohanim se permettaient de faire le Korban Pessah en dernier. C'est-à-dire que c'était pas le Tamid chez le Ben Arbaim, on prenait quand même. Pourquoi? Pour permettre aux Mechusrei Kapara, à tous ceux qui n'auraient pas fini le processus de pureté, de se rendre purs pour manger le Korban Pessah, de finaliser leur processus. Donc pour leur laisser plus de temps, on traînait un petit peu, et donc le dernier Korban de la journée, c'était le Korban Pessah. Donc on voit clairement qu'on est prêt à transgresser même une avéra, enfin c'est pas une avéra, mais il y a une mitzvah
de finir par le Korban Tamid, on passait outre cette mitzvah-là pour pouvoir permettre aux autres d'accomplir le Korban Pessah. Une autre main intéressante dans Hérouvin Kouf Gimel Amoudmet qui nous parle d'un Kohen qui a une verrue et donc il ne peut pas accomplir le service au temple avec cette verrue. On permet pendant Shabbat à une autre personne, un autre Kohen, de venir lui arracher avec les dents, alors qu'il y a un interdit de gozez, c'est un interdit pendant Shabbat d'arracher une verrue, mais on lui demande de faire avec chinouille, et donc c'est un interdit seulement des Rabbanan, pour permettre à ce Kohen de poursuivre son activité dans le temple. Donc on voit qu'on permet même de transgresser des interdits des Rabbanan, c'est-à-dire que les Rabbanan sont là et disent ok, là on tolère, pour pouvoir permettre soit à ceux qui ne sont pas encore rendus purs pour pouvoir manger Korban Pessah, soit pour permettre de poursuivre l'accomplissement du service dans le temple. Donc on voit que c'est une idée qui existe dans le Talmud. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il en est si on permet de transgresser même une avéra, à plus forte raison, on pourrait dire qu'on va permettre on va demander, on va exiger à la personne de se suffire de son kazaït principal et de ne pas manger les kazaït de Zecher l'Amigdash, de Zecher comme un Pessah. C'est pas une avéra, simplement j'ai omis d'accomplir un Zecher, une mitzvah qui est Zecher, pour permettre aux invités, aux autres personnes qui sont autour de moi à l'hôtel, d'accomplir l'essentiel de leur mitzvah minatora, de manger de la matzah. Alors, tout ça c'était un petit peu pour donner une approche théorique, pour essayer de réfléchir ensemble sur la question. Alors, j'aimerais me pencher d'un point de vue halachique pur. Alors, vous savez qu'il y a une halakha très intéressante dans Ilchot Hanouka. Celui qui a de l'huile betimtsum, donc il a une quantité d'huile très limitée pour l'allumage de la bougie de Hanouka. Et vous savez qu'à Hanouka, aussi la mitzvah essentielle, c'est d'allumer une bougie par jour. Sauf qu'après, on a rajouté un embellissement où chaque jour on doit rajouter 2, 3, 4, 5 au niveau du Ikar Adin, ce qu'on appelle de la loi principale. Ça suffit une bougie. Donc moi j'ai suffisamment d'huile juste pour mes bougies, mais j'ai un ami qui n'a pas d'huile du tout. Donc soit moi j'accomplis ma mitzvah avec le strict minimum, c'est-à-dire une par jour, pour pouvoir laisser à ceux qui m'entourent, à mes amis, d'accomplir aussi leur mitzvah, leur allumage d'une bougie par jour. Soit non, moi je veux faire mon accomplissement avec tout l'embellissement, le hidour mitzvah, etc. Et l'autre, il se débrouillera. Donc pour lui, c'est mon huile, donc moi je passe avant. Donc il y a un Magen Avraham dans Siman Tavrei Shain Aleph qui nous dit tu te suffiras, tu vas devoir te restreindre et prendre une bougie par jour pour pouvoir laisser à l'autre aussi d'allumer une bougie par jour. On trouve une autre halakha concernant le hétrog. Alors là-bas on parle d'un cas de figure où moi j'ai un hétrog meoudar, un hétrog très particulier. D'accord ? Maintenant il y a une ville, il y a un village un petit peu plus loin, un petit peu lointain, où ils n'ont pas du tout d'hétrog. Alors on me demande, écoute, tu as un bel hétrog, on sait, on cherche un hétrog pour tel village, s'il te plaît envoie ce hétrog, et toi tu te suffiras du hétrog qu'il y a ici dans le quartier, il y a le hétrog de l'assemblée, de la communauté, tu emprunteras. On peut être yotsé, on peut se rendre quitte avec un hétrog emprunté. Donc toi offre ton hétrog pour ce village qui n'a pas d'hétrog, et suffit-toi d'accomplir la mitzvah avec un hétrog emprunté dans ton village. Alors c'est une halakha qui apparaît autant dans le Magen Avraham, dans le Yehu Rabbah, etc., qui rapporte au nom de 3 rabbanim très intéressants, donc le Sefer Aminagim, 14e siècle, de Rabbi Eliezer Kloizner, le Sefer Maté Moshe, d'accord, qui était l'élève du Maharshal, 16e siècle, et le Sefer Magalet Tzedek, du Rav Binyamin Halevi, aussi 16e siècle. Donc ces 3 rabbanim, d'ailleurs c'est comme ça que le Mishnah Berurah conclut, nous disent c'est mieux que tu envoies ton hétrog dans le village où ils n'en ont pas, plutôt que tu veuilles accomplir ta mitzvah, tu insistes d'accomplir ta mitzvah avec ton propre hétrog, même s'il est meoudar. Donc c'est tranché dans le Magen Avraham, dans le Yehu Rabbah, les plus grands décisionnaires que la Mishnah Berurah cite bien souvent, et donc ça rejoint un petit peu l'idée qu'on a vue dans le Magen Avraham concernant Hanouka. En revanche, on trouve un Shuk Bet Yaakov. Alors, Rabbi Yaakov Zinimier, qui était Rav en Pologne au XVIIe siècle, Shuk Bet Yaakov, très intéressant, lui nous parle pratiquement du même cas concernant le talit et les tefilin. D'accord ? Donc j'ai mon talit, on me dit dans tel village, ils n'ont pas de talit, ils n'ont pas de tefilin, s'il te plaît, envoie ton talit, et toi, suffis-toi de ce qu'il y a ici, dans la communauté, dans ton quartier. Et là-bas, le Bet Yaakov, il dit que non, tu ne dois pas envoyer ton talit. Pourquoi ? Parce que d'accomplir la mitzvah avec un tefilin emprunté, c'est un accomplissement moins, c'est plus médiocre, c'est moins validé, c'est moins fort qu'un accomplissement avec son propre article qui nous appartient. Donc le Bet Yaakov dit non, tu n'envoies pas ça
Même s'ils n'en ont pas, ils se débrouilleront. Toi, tu gardes tes tefilines, tu gardes ton talit. C'est mieux d'accomplir sa mitzvah avec son propre objet. Alors, apparemment, on a une apparente contradiction. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ok, c'est le Beit Yaakov. De l'autre côté, on a le Magen Avraham et Yoraба qui nous rapportent ces trois gdolim qu'on a cités. Donc, c'est une discussion. Le problème, c'est que le Mishnah Berurah, il cite un petit peu les deux, à droite et à gauche. Donc, il faudrait savoir. A priori, il y a une apparente contradiction. Alors il y a le Sefer Machane Chaim du Rav Chaim Sofer, qui était l'élève du Khatam Sofer, Rav en Hongrie au Xe siècle. Lui, il pose la question, il expose donc cette contradiction, et donc il propose une réponse, un élément de réponse. Il dit qu'il faut distinguer entre un hidour quantitatif et un hidour de qualité. Quand on a un hidour de quantité, comme par exemple l'histoire de la Hanoukia, où j'ai de l'huile, j'ai pas assez, c'est soit je donne à mon prochain, soit je prends pour moi-même et je fais toutes les. Donc si j'ai une huile à une quantité minimum, là on parle de quantité. Donc si on parle de quantité, tu dois donner à ton copain et toi te suffire du strict minimum. Ça peut être le cas pour des hadassim, il parle là-bas, je peux me suffire d'un seul hadas, maintenant mon copain il n'a pas du tout d'hadas, alors je lui donne des hadas, parce que là on est dans une question de quantité. Mais quand le hidour, l'embellissement, il n'est plus dans la quantité mais dans la qualité. Par exemple, j'ai des tefilines meoudar, j'ai un etrog meoudar, j'ai choisi mon etrog pendant longtemps, donc là on parle d'une qualité. Là on ne peut pas me demander de faire abstraction, de donner mon etrog à quelqu'un d'autre alors que c'est mon propre etrog, et de me suffire d'un etrog emprunté, un etrog de l'assemblée, un etrog de la communauté. Là on ne peut pas demander parce qu'on parle d'un hidour dans la qualité, et donc si je prends quelque chose d'autre, j'aurai plus du tout cette qualité. Donc c'est une idée très intéressante, mais si on se base sur cette idée, dans notre cas de figure, le cas des matzot, où on me demande de me suffire d'un kazaït, on est un petit peu comme dans le cas de Hanouka ou comme le cas des hadassim. Donc c'est un hidour, c'est un embellissement dans la quantité. Je veux faire mon kazaït de Zecher, les Pessar, Zecher, la Migdash. On va dire ok, bon c'est très sympathique, tu veux manger 3 kazaït au lieu d'un kazaït. On est dans un embellissement au niveau d'un point de vue qualité. Donc là on va me dire écoute, suffis-toi d'un seul kazaït pour pouvoir offrir la possibilité aux autres d'accomplir pleinement au moins leur kazaït essentiel. Mais alors à partir de là, il y a encore plusieurs questions à se poser. Première question, imaginons que voilà, il me reste 20, après que donc moi et ma famille, on est 10 personnes, on s'est suffi d'un seul kazaït, il me reste 20 kazaït. D'accord ? Donc maintenant j'ai la possibilité de donner à 20 personnes un kazaït, ou peut-être je donne à 40 personnes le khatsi zaït. Peut-être il vaut mieux que le maximum de personnes mangent même la moitié d'un zaït, plutôt que de donner à 20 personnes la possibilité de manger un kazaït. Alors il faut savoir que le Mitrat Renon dans la mitzvah Vav, il se pose la question, est-ce que manger un khatsi kazaït, la moitié d'un kazaït, j'ai fait quelque chose ou j'ai rien fait? Et il donne 3 possibilités. Première possibilité qu'il donne, c'est que j'ai accompli une mitzvah. De la même manière que dans les interdits, on a un principe de khatsi shiur, c'est assaut, c'est peut-être moins important, c'est moins... l'accomplissement est moins plein, c'est moins parfait, mais de la même manière que je transgresse un interdit, même si j'ai fait la moitié d'interdit, Khatishur Asur Min Torah, pareil, si j'ai fait la moitié du kazaït, j'ai quand même accompli. Deuxième possibilité qu'il donne, et ça on retrouve cette chita dans le Maritel Gazid Prorot Perekret, c'est que c'est un accomplissement mais très léger. T'as pas vraiment accompli, mais t'as pas rien fait non plus. Troisième avis, c'est que non, t'as rien fait. Tant que t'as pas mangé un kazaït, tu n'as rien fait. On trouve cette idée dans le Jout Yaakov Relek Bet Siman Yutret, dans le Mishneh Meler sur Chametz Umatzah la Chazaïn, et dans le Pri Megadim Siman Tav Petet. Les trois considèrent, ces trois géants donc de la halakha, considèrent que manger moins qu'un kazaït, ça ne vaut rien. Donc, si on résume, a priori, c'est pas Kedai, ça serait ridicule de donner 40 Ratzizaït, il vaut mieux donner 20 Kazaït, même si on perd un petit peu au niveau du nombre de personnes. Vous savez qu'il y a un Sha'ar Teshuvah très intéressant qui nous parle d'associés. S'il y a 2 associés qui ont un Kazaït Matzah en associé, en mode associé, qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est qui va manger, Reuven ou Shimon? On partage. Et le Sha'ar Teshuvah, donc dans Siman Tafrevet, nous dit je ne dois pas être mévater, je ne dois pas dire beaucoup, t'as qu'à manger toi, puisque de toute façon, je ne dois pas mévater, donc qu'est-ce qu'on fait? Chacun renonce pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un goral, d'accord? On fait un tirage au sort, et donc il y en a un des deux qui mangera, et le Sha'ar Teshuvah il dit même, le mérite reviendra sur les deux. À partir du moment où il a mangé grâce au fait que je vais laisser par le tirage au sort, donc le mérite lui revient. Et troisièmement, il dit que le Khatsi Zaït ça ne vaut rien, donc n'essaye pas de dire chacun mange un Khatsi Zaït, un petit peu comme Ben Petora là-bas avec celui qui a la gourde dans le désert, où Rabbi Akiva il dit que c'est moi qui bois tout, mais Ben Petora dit non, chacun doit prendre la moitié même si on va mourir tous les deux. Non, manger moins qu'un Khatsi Zaït ça ne vaut rien. Donc je distribue aux 20 personnes plutôt qu'aux 40 personnes. Deuxième question, qu'est-ce qu'il en est si voilà, moi j'ai des enfants en bas âge, ils ont l'âge de l'éducation mais ils ne sont pas bar mitzvah. Alors est-ce que je les fais passer avant mes amis, enfin les participants de l'hôtel,
c'est mes enfants, j'ai une mitzvah d'éducation. Alors il y a un Rav Eliashiv très intéressant qui nous parle d'un cas de figure dans la soukha. C'est-à-dire que j'ai invité une personne à Soukot, mais finalement dans la soukha, il y a une place, il n'y a pas de place, il faut choisir entre c'est où mon enfant, donc on va dire qu'il y a 8, 9 ans, qui a l'âge de l'éducation, 10 ans, ou l'invité. Et Rav Eliashiv nous dit, tu choisiras ton enfant plutôt que l'invité. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est une mitzvah qui repose sur toi, alors que finalement, l'invité, c'est pas une mitzvah qui repose sur toi, c'est une mitzvah de solidarité de Harvout. Et plus que ça, il nous dit que dans Harvout, on a un principe qu'on va d'abord chez le lové. Vous savez que Harvout, la notion de Harvout, c'est calqué sur l'idée du garant. On va d'abord chez l'emprunteur avant d'aller chez le garant. Donc il dit, tu fais passer ton fils avant l'invité. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec ça, y compris le Rav Nissim Karalit et dans Chouchani. Ils disent que d'abord les deux mitzvahs reposent sur moi. Harvout, c'est une mitzvah qui repose entièrement sur moi. Le fait que je dois être solidaire de l'accomplissement de l'autre, c'est une mitzvah qui repose sur moi. Et plus que ça, la mitzvah d'éducation, c'est une mitzvah midérabanan, de l'ordre rabbinique, alors que la mitzvah de Harvout, c'est une mitzvah de l'ordre minatora. Et même le parallèle qu'il a fait avec l'histoire du harev, du garant et de l'emprunteur, c'est faux, parce que finalement, l'invité, c'est lui, l'emprunteur, alors que moi, je suis le garant. Donc, il n'est pas du tout d'accord. Donc, on va dire qu'il y a une controverse un petit peu entre ce qu'on ramène au nom de Rav Eliashiv. C'est rapporté dans une revue qui s'appelle Pehameh Yaakov, sur Tafshin Samerzein, je crois. Et ce qui est mentionné dans le Chouchani, donc chacun fera comme son rat. Dernière question qui va être intéressante, c'est quel ordre de priorité ? Parce que dans l'hôtel, il y a énormément de personnes, tout le monde veut les matzot, et moi je dois décider à qui les donner. Comment définir l'ordre de priorité ? Donc, quel ordre de priorité ? Comment définir, comment statuer cette hiérarchie pour pouvoir faire ce partage ? Alors, on a plusieurs possibilités. On peut proposer déjà de faire un tirage au sort. C'est-à-dire que j'imagine que tous les invités vont chercher à payer, et donc je peux faire un tirage au sort tout simplement pour pouvoir arriver à répartir ça en fonction des priorités. Deuxième possibilité, c'est de faire un partage équitable. À ce moment-là, chacun se retrouvera avec moins qu'un zaïd, puisqu'il y a énormément de personnes. Donc, comme on a dit, ici dans Ben Petura, dans l'histoire du désert avec la gourde, il nous dit que chacun boit la moitié. Là-bas, c'est parce qu'il y a une logique que vélo irait bémot travero, je ne dois pas voir la manière dont l'autre va mourir dans le désert. Mais sans cette idée-là, c'est complètement ridicule de donner des morceaux de matzah quand personne va accomplir sa mitzvah. Troisième possibilité, c'est que je vais distribuer en fonction des rangs. Alors, il y a vous savez, dans Maseret Torah Yod Daf Yud Gimel, concernant les sauvetages de vie, il y a un ordre de priorité. C'est-à-dire qu'on nous dit que par exemple le Kohen il passe avant le Lévi, l'homme il passe avant la femme, le Israël avant le Mamzer. Donc il y a un ordre de priorité, peut-être que là aussi je dois statuer, faire une espèce de rang comme ça au niveau de l'importance des personnes. Donc c'est une question qu'on pourrait poser. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça a été dit seulement dans Diné Nefashot, dans le sauvetage de vie. Qui dit que ça existe aussi concernant autre chose ? Même si vous savez que dans les Yerushalmi, dans Orayot, là-bas, on trouve cette même logique concernant les korbanot. Les korbanot de qui on approche en premier ? Quelle offrande on approche en premier ? Et on redéfinit cette même logique, cette même hiérarchie, Kohen avant Lévite. Donc on voit que ça implique pas seulement une question de sauvetage de vie, mais même à tous les niveaux, tel que c'est repris dans le Sefer Be'er Yitzhak, Orachaim Siman Lamed. Et on retrouve de Mishnah Berurah aussi concernant quand on doit choisir qui nommer comme Chazan, comme Shaliach Tzibour. Si vous regardez le Mishnah Berurah Siman Nun Gimel Sif Katan Lamedva, il nous dit que on se base aussi sur cette même ordre de priorité que mentionné dans la Gemara Royale. Donc on voit que ça ne s'applique pas seulement concernant le sauvetage de vie. Donc si on reprend pour définir l'ordre de priorité, alors a priori moi ce que je proposerais, c'est que tout d'abord on va on va faire un tirage au sort d'après le paiement. Alors vous allez me dire, oui, mais si le Kohen y passe avant, comment j'ai le droit de faire payer ? Ok, c'est quelque chose qui existe, ça. Donc quand on fait monter à la Torah, ça existe dans la Halacha. On a un Maharik dans Shoresh Tet qui est rapporté dans le Magen Avraham Siman Kuf Lamedé, qui nous parle déjà de ce cas de figure. Et d'ailleurs, ça arrivait tout le temps, Simchat Torah, où tout le monde voulait acheter pour avoir le Khatan Bereshit. Et donc il y avait une question, est-ce que ça se faisait de dire au Kohen de sortir, etc. Mais on voit que là-bas, le Maharik nous dit que si c'est pour augmenter les fonds du Bet HaKnesset, pour augmenter la Torah, etc., il n'y a aucun problème. Donc si on analyse un petit peu ce qui est écrit là-bas, il ressort que de manière fondamentale, il n'y a pas de problème. Donc je pense que si on veut faire une conclusion, donc pour ces familles-là qui sont dans l'hôtel avec des matzot, leur propre réserve, d'accord, ils avaient peut-être prévu le coup, ou en tout cas ils n'ont pas compté entièrement sur l'hôtel. Et là, il y a toutes les invités autour qui sont là à regarder leur matzot, c'est-à-dire que donnez-nous un kazaït, vous pouvez quand même vous suffire d'un seul kazaït. A priori, donc pour conclure vraiment en deux mots,
ils seront tenus de donner le kazaït, de se suffire d'un kazaït pour pouvoir offrir aux autres cette possibilité de faire la mitzvah essentielle du kazaït de matzah. Alors, de partager des moitiés de Sratzizait, ça sert à rien, c'est ridicule, puisque la plupart des Rishonim nous disent que ça vaut rien, comme on a vu dans le Mitrat Renour, Jot Yaakov, Mishneh Meler, Pri Megadim, etc. Faire passer ces enfants en bas âge, enfin qui ont l'âge d'éducation, mais pas encore bar mitzvah, avant les autres adultes, ça c'est une controverse entre Rav Elyashiv et Missim Karelit, donc je ne peux pas trancher. Ce qui reste à définir, c'est l'ordre de priorité. Donc, premièrement, vous devez faire une vente aux enchères. Donc, en fonction de celui qui est prêt à mettre la plus grosse somme, il aura la priorité. Deuxième position, on fera cette priorité de Maseret Orayot, c'est-à-dire que l'homme il passe avant la femme, le Kohen il passe avant le Lévi, le Israël avant le Mamzer, etc. Et une fois qu'on aura fini toutes ces priorités-là, donc Goral, on peut faire un tirage au sort. Zakobor.